vous souhaite la bienvenue à l'IRMC pour la présentation de ce soir. Donc, je remercie très chaleureusement le professeur Mohamed Kelou et Madame Taleb qui viennent ce soir discuter de l'ouvrage Jemna, l'oasis de la Révolution. Alors, je voulais vous demander de nous excuser pour le petit retard. Qui est dû à évidemment des ennuis techniques, mais surtout dire que je regrette grandement tous les reports successifs que nous avons dû faire à cause de la situation sanitaire à rebond. C'était d'abord l'un, ensuite l'autre, et puis ensuite des craintes de réunir du monde. Donc c'est pour cette raison que nous sommes à distance ce soir. Donc je vais présenter très brièvement Mohamed Kelou parce que bon nombre d'entre vous le connaissent. Donc il est professeur de sciences politiques à la faculté de droit de sciences politiques à l'université de Tunis El-Manar. Il est par ailleurs anthropologue et est l'auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Tunisie, l'autre révolution, qui est également publié chez Cérès en 2018. Un hommage à Abdelkader Zral, qu'il a intitulé L'homme des questions, chez Cérès Éditions aussi en 2016. Un ouvrage sur le hijab, nouveau voile et espace public, chez Cérès en 2010. Et sans entrer dans tous les détails des publications, notamment les nombreux articles je voudrais rappeler des ouvrages un peu plus anciens, d'Islam et d'ailleurs, qui est un hommage à Clifford Geertz, qui date de 2007. Et puis, encore avant, et vous comprendrez pourquoi, l'autorité des saints, perspective historique et anthropologique en Méditerranée occidentale, puisqu'il s'agit là d'un ouvrage publié en 1998, qui est le résultat d'un programme de recherche conduit au sein de l'IRMC entre 1994 et 1998. Donc voilà, le temps tourne et les amis restent là, et j'en suis ravie. Donc merci encore Mohamed. Je vais aussi brièvement présenter Malouane Taleb, et puis je vous cède la parole tout de suite. Donc Malouane est chercheur postdoctorant associé à l'IRMC sur un programme de recherche AFD. Il a précédemment été impliqué dans l'ERC Tariqa. Il est docteur en urbanisme et aménagement du territoire de l'ENO, donc l'École nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis. Il a également une formation de géographie. Excusez-moi, je relève mon masque. Donc il a de nombreuses publications et j'en noterai une spécifiquement dans Confluence Méditerranée sur les mobilisations foncières en Tunisie comme révélateur des paradoxes de l'après-révolution. Et étant donné son intérêt pour la chose publique, pour les inégalités territoriales, les questions de migration et d'implication citoyenne, il nous a semblé tout à fait opportun qu'il soit aujourd'hui en conversation avec Mohamed Kelou et le public qui arrive maintenant. Bienvenue. Donc Mohamed, je te cède la parole pour une présentation d'une vingtaine de minutes, si tu veux, ou un peu plus, comme tu le souhaites. Ou plutôt un peu moins. Non, pour céder la place. Je ne te crois pas. Pour céder la place à Marouane. Comme tu veux. Bon, je vais essayer de faire peut-être 10 minutes au grand maximum. Je ne veux pas être lent parce que je veux plutôt discuter que de présenter le livre ou de le résumer. D'abord, je voudrais te remercier sincèrement, Katia, pour cette belle initiative et cette invitation. Ça me permet de revenir à l'IRMC, où j'ai fait mes premières armes de chercheur. J'étais ici, le programme justement sur la sainteté, Sami était un membre actif de ce groupe, de ce petit groupe que nous avions constitué à l'époque, entre 1992 et 1995. C'était pendant ce laps de temps que le programme a eu lieu, et puis le livre a été publié 3 ans plus tard. Il y a eu
un retard de notre côté, parce qu'on a mis du temps pour le travailler, beaucoup de temps, pour des raisons d'exigence scientifique, de la part des premiers responsables du RMC, Michel Camot et Anne-Marie Planet, que je remercie, envers lesquels j'ai toujours une dette de reconnaissance. Et puis de la part de l'éditeur, c'est un éditeur assez particulier, c'est un éditeur d'archéologie plus que de sciences sociales. Il fait peu dans les sciences sociales. Et malheureusement, le livre est épuisé, on ne le trouve pas. Peut-être à l'IRMC, il y a quelques exemplaires. S'il y a quelques exemplaires, j'aimerais en avoir un d'ailleurs. Parce que je ne l'ai plus. Il a disparu de ma bibliothèque, il est mal classé, je ne le trouve plus. De toute façon, l'IRMC est pour moi, donc quand on a commencé, c'est presque ma famille, l'IRMC, n'est-ce pas? Et nous sommes connus à l'IRMC. Et quand nous avions commencé au début, ce n'était pas ici, c'était au CDTM, au premier étage, à l'étage de la bibliothèque Charles de Gaulle. C'est après qu'on est venu ici, et il n'y avait pas de bureau du tout, parce que c'est une villa, et elle appartenait à quelqu'un qui a fait des études de sociologie, c'est Ahmad Fourat, je ne sais pas s'il est encore. Oui. C'est votre voisin, il est là, qui possède également l'hôtel Continental. Et à l'époque, où on allait, oui, et à l'époque, on nous a mis, les chercheurs, on était 2 ou 3. Hein. J'étais le premier chercheur tunisien recruté ici. Il y avait un autre chercheur marocain, français d'origine marocaine, c'est Moustapha Kharoufi. On était 2 au début. Et après est venu Robert, et puis Olivier Fénéral. On était 4 donc au début, et on nous avait donc mis dans ce local en face qui était le poulailler de cette villa. Ah. Et donc nous on l'appelait le poulailler. Et Michel Camot disait, j'espère qu'il y aura des œufs pendus par ces poules-là que nous étions. Et donc l'ambiance était vraiment extraordinaire. Puis il y a eu les inondations ici, et la bibliothèque a été inondée. Et nous avons travaillé plus dans le rangement des livres que la bibliothèque. Elle a été inondée complètement. Le poulailler, n'en parlons pas, il a été inondé jusqu'au plafond. Mais il y a eu une montée en gamme depuis le poulailler s'est transformé en studio. C'est désormais un studio. La bibliothèque est hors d'eau, on a monté des murs. Les inondations continuent, mais on a trouvé, on s'en accommode. C'est extra. On n'arrête pas le problème. On est toujours là. Et voilà. Donc j'ai toujours des sentiments forts envers l'IRMC et j'étais amusé quand la responsable de la communication m'a envoyé l'adresse de l'IRMC pour venir. Ça, j'ai trouvé que c'était génial. D'ailleurs, je les remercie, je dis merci. Peut-être que je perdrai la direction parce que je ne suis pas venu. Et après la période de Michel Camot, et c'est là où on s'est connus, quand il y a eu Jean-Philippe Brun comme directeur, où je suis resté comme chercheur associé, n'est-ce pas? Et après, je suis parti faire autre chose, et l'IRMC a fait beaucoup de chemin, et je suis toujours son activité de près. C'est-à-dire que je suis très heureux, très content d'être à l'IRMC, et pour parler de ce livre, qui m'a pris en tout 3 années. 2 années d'enquête de terrain, et 1 année d'écriture. Ça a mis beaucoup de temps. Je ne croyais pas que ça allait mettre autant de temps, je croyais que j'allais le faire en 1 année, 6 mois d'enquête, 6 mois d'écriture. Mais en fait, j'ai collecté beaucoup de matériaux, et même trop de matériaux. Et d'ailleurs, l'éditeur, Cérès, m'a dit il faut arrêter maintenant, parce que j'ai collecté, je voulais ajouter des morceaux, surtout sur un aspect dont je parlerai dans le débat, je préfère en parler dans le débat pour ne pas conditionner les réponses. Je voulais encore développer. S'il ne m'avait pas arrêté, j'aurais fait là, 450 pages, j'aurais certainement fait 700, 750 pages. Et un ami qui est très proche, il me dit il y a combien d'habitants à Genève? Je lui dis entre 7000 et 8000. Et il me dit tu nous fais 450 pages sur 7000. Je lui dis non. Je voulais faire 750, presque autant, une proportion qui est à peu près un dixième de ce qu'ils sont, parce qu'ils sont d'une grande richesse. En fait, ce n'est pas la démographie qui est importante, ce n'est pas le nombre d'habitants qui est important, c'est les rapports qu'ils ont entre eux et les rapports qu'ils ont avec l'environnement, parce que c'est un environnement spécifique.
c'est à la fois un village et une ville. D'ailleurs, j'en parle dans le livre, c'est le doublé dont parle Berck, rural-urbain. Et d'ailleurs, c'est une piste intéressante. On ne peut pas comprendre les villes sans cet aspect rural. Et vice-versa, on ne peut pas comprendre le rural parce qu'il y a ce processus d'urbanisation en cours depuis des décennies, mais qui continue, parce qu'il va continuer peut-être sur des décennies, sinon sur des siècles. Et donc ils sont à la fois des ruraux et des citadins, comme un peu partout en fait. Mais là, comme l'échelle est réduite, on peut observer cela dans le parler, dans les manières de s'habiller, dans les manières d'être, d'exister, qui sont ce qu'on appelle les liens sociaux, n'est-ce pas? Les liens sociaux avec tout leur aspect esthétique, matrimoniaux, sexuel, genre, tout se voit dans cette dialectique entre le rural et l'urbain. Et c'est difficile de dire que c'est un village, c'est une ville. Il y a une commune, Beladir, n'est-ce pas? Une municipalité, mais il y a une partie qui est rurale. Dans le recensement de l'INS, il y a 4 maisons qui sont classées rurales. Et quand j'ai parlé avec le maire, il n'était pas au courant qu'il y avait 4 maisons en dehors de sa région. Mais les statistiques permettent d'éclairer des aspects inconnus qu'on ne voit pas, en dehors de la municipalité. Ils font partie de Gemna, mais ils sont en dehors de l'arrondissement communal, municipal, si vous voulez. Et donc, voilà un premier aspect. Un deuxième aspect dont je n'ai pas parlé dans le livre, et que j'aimerais peut-être dire ici, pourquoi j'ai choisi de travailler sur Gemna. D'ailleurs, un ami avec lequel j'ai fait mon premier entretien, Bibaï, le géographe, qui avait écrit à l'époque, un des premiers à avoir écrit sur Gemna, m'avait posé ce matin même, parce que j'ai eu une interview avec lui, il est en train de faire toute une série d'entretiens enregistrés avec des chercheurs. Il m'a dit, est-ce que c'était pas la mode à l'époque d'aller à Gemna, c'était une sorte de carte visite. Je vais à Gemna comme si c'était un pèlerinage. Je lui dis, non, pas du tout. Parce que d'abord, personnellement, je suis né dans une ville oasis. Gafsa était une ville oasis, il ne faut pas la voir aujourd'hui. Quand je suis né à l'époque, j'ai vécu là-bas dans les années 60, c'était vraiment une ville en rapport avec l'oasis, comme Gabès d'ailleurs. C'est des villes, mais aussi en étroit rapport avec l'oasis. L'oasis, avec ses 3 étages connus, il y a le palmier, mais il y a également l'arboriculture, et il y a les légumes, les cultures maraîchères. Et ça n'existe plus maintenant. Dans toutes les oasis, et c'est un des problèmes de fond des oasis, c'est la monoculture. Il n'y a que les palmiers, et même pour les palmiers, il n'y a que les dattiers d'Egletno de qualité pour la vente. Et alors que les autres variantes qui sont très bonnes au niveau de l'alimentation, mais au niveau de la variété et de l'écologie, ont pratiquement disparu ou bien existent en très petit nombre. Donc quand je suis allé à Gemna, c'était un peu pour retrouver des racines que j'avais et que j'avais perdues, parce que j'ai vécu là-bas dans les années 60, c'était un paradis, mais je peux retourner. Après, l'oasis n'existe plus. L'oasis de Gafsa, dans laquelle j'ai vécu, elle n'existe plus. Il n'y a plus d'eau. Et même les piscines romaines à Gafsa, elles sont sèches. C'est la première fois dans l'histoire qu'elles sont asséchées. N'est-ce pas? Et donc il y a des problèmes écologiques énormes. Et quand on va dans l'oasis, ce n'est pas seulement pour étudier l'oasis, mais pour étudier cette catastrophe écologique qui se passe un peu partout, désertification, salinisation des eaux. Donc il y avait plein de dimensions. J'ai choisi Gemna parce qu'il y avait toutes ces trucs-là. Et j'ai choisi Gemna pour faire du terrain. Ce qui m'intéressait, c'est de faire du terrain. Et ce livre, je l'ai conçu comme le complément du livre précédent. L'autre évolution, c'est un livre uniquement théorique. J'ai fait du terrain, mais c'est un terrain citadin avec quelques entretiens. Mais là, j'ai fait, entre guillemets, un vrai terrain. C'est-à-dire que je suis allé, j'ai séjourné, j'ai essayé de m'approcher des gens, de comprendre comment ils fonctionnent. Et donc pour moi, c'était très important de faire du terrain. Et un peu de faire une monographie, un genre qu'on a perdu. Il y avait des monographies dans les années 60, 70, et après ça a disparu. Le genre monographie a pratiquement disparu. Je voulais redonner
un peu les lettres de noblesse à la monographie, qui est vraiment un genre très intéressant. Il y a eu des monographies que vous connaissez, que ce soit celle de Duvigneau sur Chebika, que ce soit d'autres monographies dans le Nord, au Gabon, un peu partout en Tunisie, et dans le Maghreb, et un peu partout dans le monde, il y avait des monographies de villages en anthropologie. C'était vraiment une entrée en la matière. La première génération de géographes. Voilà, aussi, exactement. Bien. Un troisième aspect, c'est que, et je vais finir par là, pour ne pas aller au-delà du temps que je me suis imparti, et pour te donner la parole pour discuter, parce que je tiens à te remercier sincèrement d'avoir accepté de te taper ce travail-là de 450 pages. Je croyais qu'il n'y avait que moi, l'éditeur, qui l'avait lu. Donc là, j'ai quelqu'un qui a lu en entier, je suis sûr. Parce que c'est pas facile de lire 450 pages. Je parle de moi-même. Ah, c'est pas le seul. Je suis content, parce que moi, je suis incapable de lire 450 pages. Même 150 pages, je passe un temps rapide avec les livres. C'est un caractère. Et d'ailleurs, je ne peux pas lire les romans parce que je commence par la fin. Et si on commence par la fin, il n'y a plus, on enlève la beauté du roman. C'est comme si on voit un film à la fin. Une manière de faire. Oui. Et alors, le dernier aspect, c'est que je me suis posé, j'ai essayé de construire un objet et d'élaborer une problématique. Ce qui m'intéresse à travers Jemna, c'est les rapports entre société et État à l'ère de la globalisation. Nous vivons une crise d'autorité de l'État et j'ai voulu comprendre comment ça fonctionne, les nouveaux rapports entre la société locale et l'État central qui traverse, comme je l'ai dit, une crise à l'ère de la globalisation. C'est ça ma question de départ. Et je suis parti avec cette question et dans mon sac, j'avais les techniques que vous connaissez, de la socio-anthropologie, l'observation, les entretiens, tout ce que vous connaissez. Dans mon bateau à outils, j'avais ça. Et alors, le dernier point, vraiment le dernier point, c'est que quand je suis revenu du terrain, après un an et demi, je croyais avoir terminé, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai collecté était d'ordre masculin. J'avais aucun entretien avec les femmes. J'ai jamais parlé à une femme à Jemna. Et je me suis dit, mais ça c'est une faille. Il faut que je prolonge l'enquête et qu'il faut absolument que je fasse des entretiens avec des femmes. Et grâce aux femmes, en fait, je n'ai compris Jemna que grâce aux femmes. C'est parce que j'ai fait des entretiens que j'ai compris comment ça fonctionne. Si j'étais resté uniquement avec les matériaux collectés avec les hommes, j'aurais raté beaucoup d'aspects. Donc, si je peux me permettre, vous avez raté la moitié. Exactement. Voilà. Au moins la moitié, si ce n'est pas plus. Statistiquement, c'est plus parce que les rapports sont des rapports qui sont orchestrés par la famille, par les femmes à l'intérieur des familles. Et j'ai essayé de montrer à la fois la portée de ces rapports-là, l'importance du rôle des femmes, des relations de genre, mais également les limites. Et dans le livre, je parle de ces limites-là, comment elles sont à la fois visibles et invisibles. Elles participent aux réunions, mais à part. Voilées et à part. N'est-ce pas? Elles sont séparées des hommes. Et si on trouve des photos avec des hommes et des femmes, c'est que ce sont des étrangers et des étrangères. Étrangers et étrangères à Jemna, qui viennent d'ailleurs, pas de Jemna. Et là, j'ai parlé, et grâce à une femme admirable qui s'appelle Delel, dont je parle, qui est partie juste après la fin de l'enquête, dans un accident atroce. Elle est morte avec son mari, une femme libre, indépendante, forte, que j'ai connue grâce à un ami sociologue qui s'appelle Mons Beslimet, parce qu'elle est avec lui dans la même association La Michel. Voilà, j'ai fini. Je te remercie, Katia, encore une fois. Je remercie l'IRMC et je remercie Marouane d'avoir accepté de lire. Et je suis à votre disposition pour toutes les questions, suggestions, remarques critiques. Elles sont les bienvenues. Merci. Merci, mais tout le plaisir a été pour moi de lire un livre sur les mobilisations sociales, sur les voix inaudibles des ruraux, à qui la recherche n'a pas prêté beaucoup d'attention depuis 2011 et même avant. Comme nous l'avions tous eu discuté, les ruralistes, c'est une espèce en voie de disparition en Tunisie. Et un livre sur ces aspects-là ne peut être qu'intéressant, surtout qu'il s'agit d'un témoignage
comme vous l'avez si bien dit, c'est une monographie. Vous voulez redonner ces lettres de noblesse à un genre scientifique qui a également disparu au profit d'une analyse plus fine, plus ciblée, plus terre à terre, plus spécialisée. Voilà. Alors que la portée un peu de votre ouvrage, elle est générale. Elle décrit l'histoire de Jemna sur le temps long, mais aussi sur les événements qui ont suivi la Révolution, mais tout en ayant un ancrage sur les origines un peu de cette mobilisation autour de l'Oasis. Et donc ma première question commencera par la première chose que l'on voit sur cet ouvrage, qui est le titre. Le titre que vous avez adopté, c'est Jemna, l'Oasis de la Révolution. Toutefois, vous affirmez que l'expérience, vous laissez entendre que l'expérience de Jemna est une réussite en soi-même. Donc si on établit une corollaire par rapport à votre titre et par rapport à cette affirmation, peut-on dire que la Révolution a réussi à Jemna? C'est un simple corollaire mathématique, mais peut-être que c'est pas aussi simple que ce que je viens d'énoncer, parce que la réussite, vous affirmez qu'elle est tributaire d'un renversement hiérarchique au niveau sociopolitique, mais aussi d'un choix assumé d'un modèle économique, d'un modèle économique ou de gouvernance. Et donc entre les deux, est-ce que ce qui mine la révolution en Tunisie actuellement, c'est que le fait que l'État n'arrive pas à se décider sur un modèle économique, sur un modèle de gouvernance, ou sur un possible renversement hiérarchique qui a eu lieu. Et il se réfugie constamment, tel qu'il l'a toujours fait, l'État, dans cette hybridation perpétuelle de son modèle, c'est-à-dire d'adopter un modèle hybride. Donc ça, c'est un peu ma question introductive. Et avant de laisser Mohamed répondre, si je peux me permettre, si tu pouvais rappeler, Mohamed, brièvement ce qu'est l'expérience de Jemna. Parce qu'il y a des gens qui savent, il y a des gens qui ne savent pas, il y a des gens qui sont à distance. Comme je pense que Marouane pensait que tu allais le présenter, donc voilà, je lui demande. Merci pour cette question et merci pour la question de fond sur le titre. Première question. Alors, pour résumer, l'expérience de Jemna, pour ceux qui ne savent pas, je pense que la plupart savent, la plupart des gens savent. Alors, c'est quoi l'expérience de Jemna? 2 jours avant la chute du régime de Ben Ali, nous sommes le 12 janvier 2011, les gens de Jemna ont eu une intuition géniale, ils ont senti, ils ne sont pas les seuls, mais eux, ils ont senti, ils sont passés à l'acte, que le pouvoir s'effondrait, que le régime politique allait chuter. Ils ont eu cette intuition, ils ont un petit groupe de jeunes qui ne pas dépasser une vingtaine, puis ils sont devenus une cinquantaine, puis ils sont devenus 100. Ils sont allés vers le domaine, le Henshir, qui est situé à 3 km et que les Géniens considèrent comme la terre de leurs ancêtres. Et alors ce terrain-là, ce domaine-là, est un ancien domaine colonial. Quand il y a eu la nationalisation des terres, il est devenu propriété de l'État, propriété privée de l'État, n'est-ce pas? Et l'État l'a confié à la STIL, la Société tunisienne des industries laitières, qui s'occupait des dattes et du lait. C'est pourquoi elle s'appelle la STIL. La STIL l'a géré de 1961-62 jusqu'à 2002. En 2002, la STIL a disparu. Elle a fait faillite. Quand elle a fait faillite, le régime de Ben Ali, en 2002, l'a loué à 2 privés contre une somme modique d'environ 30 000 dinars. C'est 305 hectares, hein, c'est un grand domaine loué, une partie louée à 15 000 et l'autre à 15 000. Et ces deux qui l'ont loué, qui sont privés, qui étaient proches du régime, bien sûr, et même du clan des Travelsés, c'est pourquoi ils ont eu cela. Il y a toujours des privilèges, n'est-ce pas, dans l'attribution des terres domaniales, qui est une vraie question, une grande question, sur laquelle a travaillé Louis, les chercheurs ici, qui a fait un bon article sur les terres domaniales, mais il y a d'autres travaux, bien entendu. Et alors, les gens de Jemna se sont déplacés à pied jusqu'au domaine
Ils l'ont encerclé. Ils ne sont pas entrés. Et les privés, qui ont entendu que les gens venaient, ont fui. Et ils ont fait fuir le bétail, les camions et tout ça. Et les gens de Jemna, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un sit-in qui a duré 2 mois devant le domaine, mais ils ne sont pas entrés dans le domaine. Toute l'intelligence politique, c'est de ne pas entrer dans le domaine. Parce qu'ils étaient entrés, l'armée qui est venue les aurait dégagés, n'est-ce pas, de cela. C'est illégal. L'armée est venue, elle a campé là, ils ont établi de très bons rapports avec l'armée, ils leur donnaient des gâteaux, ils leur préparaient des plats, et il y a eu toute une ambiance de fête. Et après 2 mois, l'armée est partie, avec une assurance que le domaine ne sera pas investi de force, mais petit à petit, les Géniens ont récupéré leur domaine, et depuis 2011, c'est pourquoi je dis que c'est une expérience réussie, relativement réussie, on ne sait pas comment ça va évoluer actuellement, ils gèrent ce domaine-là, et au début, ils ont fondé ce qu'on appelle un comité révolutionnaire, comme un peu partout en Tunisie, puis ils l'ont transformé en association, et en tant qu'association, ils n'ont pas le droit de gérer, ils ont négocié avec le pouvoir pour une reconnaissance sous forme de coopérative ou de société, et ils gèrent le domaine sous le label économie sociale et solidaire. On en parlera tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la différence d'autres palmeraies, d'autres domaines, comme dans le Gris, ou bien au nord, dans le Dermen, beaucoup de gens, et dans d'autres lieux, beaucoup de gens ont récupéré le domaine de l'État après 2011, après la Révolution. Mais ils ont divisé le domaine. Eux, ils ont tenu à l'indivision du domaine. Et ça, c'est la force de l'expérience de Germain. Ça n'existe nulle part ailleurs. Ils ont tenu, parce que s'ils avaient divisé le terrain entre eux, l'État l'aurait récupéré. C'est facile après de s'attaquer à une personne, puis à l'autre. Et d'ailleurs, il y a un domaine qui n'est pas loin, où il y a eu cette erreur de la division du terrain, et il a été récupéré par l'État très tôt, 2013-2014. L'État n'a pu rien faire avec cette expérience parce qu'elle est gérée par la communauté, tous les Géniens. Et ils organisent des réunions, ils prennent des décisions ensemble. Et là, à Jemna, la différence du reste, pourquoi les gens tombent un peu dans la question, pourquoi c'est l'oasis de la Révolution? Parce que l'oasis de la Révolution, derrière, ça veut dire que la Révolution est un désert. C'est ce qui reste de la Révolution. Je pense que la Révolution est finie en Tunisie. Provisoirement, elle est finie. Si toutefois elle a commencé. Hein. Il y a beaucoup de doutes sur cela. D'ailleurs, j'ai écrit un article qui est peu connu, que j'ai envie de reprendre maintenant, que j'ai publié dans un bulletin de liaison des études avancées, parce qu'à l'époque j'étais à Marseille, à Limera. Dans le bulletin de liaison, j'ai fait un article qui s'appelle « La révolution tunisienne a-t-elle eu lieu ?» C'était en mars-avril 2011. Parce que vu les conditions dans lesquelles elle s'est passée, il y a beaucoup de points d'interrogation. Et puis le plus important, si on va dans une définition élémentaire de la révolution, à savoir la rupture avec l'ancien régime, ce qu'on appelle le vieux, il n'y a pas eu de rupture. Elle a été dès le début dirigée par des gens de l'ancien régime, n'est-ce pas? Et elle continue d'être dirigée par des gens de l'ancien régime, y compris quand ils sont dans l'opposition. Ils font partie de l'ancien régime au sens large du terme. Donc ce qui reste, c'est l'hypothèse qui est derrière, ou la thèse qui est derrière. Ce qui reste de la révolution, il ne reste de la révolution que Jemna. Donc c'est la seule expérience réussie dans la révolution tunisienne et dans le phénomène que l'on appelle des révolutions arabes ou le printemps arabe. Tout le reste a échoué, on le voit maintenant. La situation dans laquelle est le pays, dans laquelle est l'Égypte, et les autres pays, la Libye, ne parlons pas de la Syrie, du Yémen et du reste. Et donc il y a cette idée que la révolution a échoué et que Jemna a relativement, je dis bien relativement, réussi. Et même si elle échoue à Jemna, il y a une mémoire qui va se perpétuer. La force de cette expérience est de rester. Et en fait, ce livre, je l'ai fait comme chercheur, mais aussi comme acteur, comme citoyen. Surtout chercheur, disons 90% chercheur et un peu citoyen, acteur. C'est une expérience que personnellement je soutiens parce que je la trouve légitime et parce qu'elle permet de repenser les rapports entre État et société et de repenser l'État. L'État ne peut plus rester selon le modèle de l'État-providence, de l'État jacobin. L'État doit
être repensé aujourd'hui dans un nouveau contexte, parce que c'était un État autoritaire, un État vertical. Maintenant, les rapports avec les réseaux sociaux, avec tous les phénomènes que nous vivons, ce sont des rapports horizontaux. D'ailleurs, l'un des mérites de la révolution tunisienne et de toutes les révolutions que l'on appelle de couleur et tout cela, elles ont été propulsées, du moins encouragées par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux permettent des rapports horizontaux. On discute de tout, alors qu'avant on discutait de rien. L'État prenait des décisions et les citoyens appliquaient. D'ailleurs, la citoyenneté elle-même était verticale. Là, on a un type de citoyenneté horizontale, qui ne remet pas en cause l'État, mais qui remet en cause le rapport avec l'État, le rapport vertical avec l'État. Je ne sais pas si j'ai répondu, moi je vois une partie de votre question. Oui, bien sûr. La notion de renversement hiérarchique, elle est là. Voilà. C'est de redéfinir le poids de chacun, de l'État et entre gouvernants et gouvernés. Donc elle est là. Le modèle économique, vous avez répondu également qu'ils ont tenté de créer quelque chose de nouveau et que c'est une des raisons pour laquelle ça a réussi. C'est l'innovation un peu qu'ils ont apporté par rapport à l'ancien régime, à l'ancien mode de faire, et qui continue de préexister. Ouais. Ce que je n'ai pas dit, tu m'excuses, c'est que l'argent qu'ils gagnent en vendant la récolte chaque année, à la suite d'un appel d'offres, d'une vente aux enchères, qui est publique, auquel tout le monde participe, j'en parle dans le livre, ils sont là, présents les Oasiens, l'Oasis et les hommes d'affaires. L'argent qu'ils gagnent, ils gagnent beaucoup d'argent, ils gagnent chaque année depuis 2011, ils gagnent entre 1 million de dinars et 2 millions de dinars, c'est-à-dire ce qu'on appelle 1 milliard de millim, 1 milliard et 2 milliards. Alors tout l'argent qu'ils gagnent, ils l'investissent dans la palmeraie et dans le village. Ils ont construit un marché, un souk couvert, ils ont construit un terrain de foot, ils ont réparé les écoles, ils ont aidé les associations, et ils ont extraordinaire donné des bourses à tous les étudiants non boursiers de Jemna. C'est-à-dire que l'argent, ils l'investissent dans le... Et Jemna, si vous y allez, c'est un village propre, et tout est bien géré. Donc, c'est une réussite sur ce plan-là, sur le plan de la démocratie, disons, participative. Ils ont même équipé la garde nationale avec des bureaux neufs et des ordinateurs. Exactement. Donc, c'est allé très loin. Le bureau qu'ils ont incendié, le 12, ils l'ont réparé et ils ont acheté du matériel pour la garde nationale. Et d'ailleurs, la garde nationale, il n'y a pas de police là-bas, il n'y a que la garde nationale, il y a 2 ou 3 de la garde nationale, ils participent et ils assistent plutôt. Ils assistent à la vente aux enchères, ils sont intégrés dans le village. Et ça, je l'ai montré, peut-être on en parlera, c'est un mouvement social assez particulier parce qu'il y a une identité communautaire. À Jemna, l'identité est très forte. J'essaie d'expliquer dans le livre quelles sont les clés de lecture. C'est une des questions. Voilà. C'est une des questions parce que là, on déborde sur des questions très intéressantes. Et peut-être parce que ma connaissance du sujet et ma lecture du livre me permet de plus insister sur les aspects théoriques qui, je pense, et les enjeux théoriques que vous soulevez dans cet ouvrage, qui, je pense, sont beaucoup plus importants que l'histoire elle-même. Parce que là, on est en train de réfléchir sur un modèle économique, sur un modèle de société, et sur les enjeux de la révolution, et ses racines, et ses causes. Et c'est pour ça que je vais peut-être insister sur ces aspects-là. L'aspect qui m'a un peu, en termes de corpus théorique mobilisé, vous avez essayé de construire, selon une dimension, disons, heuristique, le corpus d'Axel Honneth, au niveau de l'espace public, le mépris social, la quête de la reconnaissance. Pourquoi j'utilise le terme heuristique? C'est-à-dire que vous avez essayé de construire ce corpus à travers l'histoire de Jemna, à travers l'histoire longue de Jemna, ce qui n'est pas chose aisée, à travers l'histoire longue politique, en tant que, vous le dites, que c'est une Jemna, c'est des Marzéniens. Ce n'est pas
l'attribut irréductible opposé au pouvoir central bellical. Non, on n'est pas dans ce cas-là. Et ça différencie radicalement avec les mobilisations rurales qu'on a vues par ailleurs en Tunisie. Absolument. Donc ça, vous mobilisez, Axel Honnef, sur ces éléments-là, sur l'assise tribale, tout autour, sur, disons, l'identité gémnienne, toujours liée à cet espace triptyque, espace public, mépris social, quête de la reconnaissance. Mais ce paradigme que vous soulevez, plus global, qui est entre la hogra et l'affirmation de soi, mais ce paradigme, il est omniprésent en Tunisie. Que ce soit dans les études, dans les recherches sur jeunes, que sur les ruraux. Je pense au rapport scientifique d'Al-Ghana sur les origines rurales de la Révolution, que sur les jeunes à Douaïch et de Tazam, les travaux de Ahmed Mellit, Yofa Lemno, Melizab Namot, pour ne citer que eux. Et donc, vous vous êtes basé, avec Honnête, vous avez choisi une direction sociologique, un corpus purement sociologique. C'est ça où je veux en venir. Or, et là je vais citer François Perrault, qui est très vieux, c'est une très vieille référence, mais comme j'ai une passion pour... Par rapport à nous, il est vieux. Par rapport à moi. Par rapport à moi. Parce que on me reproche toujours de le citer, mais j'ai développé une passion pour cet économiste, ouais, parce qu'il est brillant et parce qu'il analyse un contexte qui est très des années 30, mais qui est très similaire à la Tunisie actuelle, qui hésite à sauter le pas en termes de modèle. Et donc, je vais le citer, à égale distance entre du libéralisme, de l'étatisme, une tierce solution, une véritable communauté du travail, un corporatisme pourrait-elle exister, pourrait-elle être adoptée. Donc cette citation, si on l'applique à Gemna, est-ce que les Gemniens, c'est pas en fait une confrontation de modèles lorsqu'il s'agit de contester les modes d'exploitation des terres domaniales de l'État? Ils contestent le modèle de l'État. Mais également, ils invoquent ce qu'on appelle la gouvernance des biens communs. Ils considèrent Gemna comme un bien économique commun. Et là, je me réfère au titre de l'ouvrage d'Elinor Ostrom, l'économiste prix Nobel, qui a parlé de la gouvernance des biens communs. Et on entre plein dans la théorie des commons avec Gareth Hardin et Ostrom. Et donc, c'est un corpus, ça nécessite, à mon avis, un corpus économique, une lecture économique. Mais vous avez choisi de privilégier la science théorique sociologique. Pourquoi, maintenant, par rapport à ça, vous avez fait ce choix qui est justifiable par rapport au fondement et au fond sociologique qui existe? Mais pourquoi avoir insisté dessus? Merci pour cette question très pertinente. En fait, je voulais associer la recherche empirique, le terrain, avec la recherche théorique. Parce qu'on avait parlé au début des monographies. La plupart des monographies sont empiriques. Il n'y a pas la dimension théorique, y compris chez Duvigny, n'est-ce pas? Il n'y a pas de théorie, n'est-ce pas? Moi, j'ai voulu marier les deux. Le terrain avec le paradigme théorique. Bien. Le paradigme avec lequel j'ai travaillé jusqu'ici, notamment dans le livre sur le hijab et dans le livre Notre Révolution, j'ai travaillé avec le paradigme néo-habermasien des sphères publiques, de l'espace public ou des espaces publics. Bien. Et donc, quand je suis allé, j'avais dans mes bagages caché le paradigme habermasien. Mais j'ai vu que ça ne fonctionnait pas, ce paradigme. Donc, quand un paradigme ne fonctionne pas, c'est ça le mérite du paradigme par rapport à la théorie. La théorie, c'est presque comme la religion. Quand on rentre dans une théorie, qu'elle soit structuraliste, ou marxiste, ou fonctionniste, c'est très difficile d'en sortir. On reste, l'histoire, ça a été toute sa vie structuraliste, n'est-ce pas? Ou on reste marxiste. L'avantage du paradigme, c'est que c'est un modèle théorique souple. On peut entrer, travailler avec un modèle, donc avec une communauté scientifique, et puis sortir de ce modèle-là. Je suis allé, je voyais que ça ne fonctionnait pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de pertinence, mais ce n'était pas le fond. Le fond, c'est un problème de reconnaissance. Ah, mais c'est aussi l'intérêt du terrain. Oui, exact. Grâce au terrain, absolument. Absolument. C'est le terrain qui t'oriente vers la théorie, c'est pas le contraire. Même si on a une assise théorique, on a dans ses bagages un modèle théorique, mais c'est le terrain qui nous oriente. Et après, justement, ce que tu disais, Marouane, c'est très pertinent, c'est un problème de hodra, de mépris.
Le rapport État-société est basé sur cela, et pas seulement le rapport État-société. D'ailleurs, je l'évoque, le rapport des intellectuels avec l'expérience. Il y a des intellectuels étatistes et des politiques étatistes, pas seulement ceux qui sont au pouvoir, même dans l'opposition. Il y a des partis politiques qui ont choisi dès le début d'être contre cette expérience sur la base de l'idée qu'elle menace l'autorité de l'État, elle menace le fondement de l'État. Et je ne vous cache pas qu'au début, j'étais gagné par cette idée-là, que Jemna était une menace. Quand je suis allé sur le terrain, j'ai compris qu'elle n'était pas une menace, qu'ils étaient légalistes, mais qu'ils privilégiaient la légitimité par rapport à la légalité. Ce n'est pas la conformité à la loi qui prime, mais c'est ce besoin d'être reconnu. Je suis venu à la théorie de la reconnaissance, qui est une théorie, avant d'être sociologique, qui est une théorie philosophique. C'est les philosophes, et particulièrement Ricoeur, qui a écrit un livre formidable que je cite un peu, Parcours de la reconnaissance, qui est un livre extraordinaire sur l'idée de reconnaissance. Après Axel Honneth, qui est un élève et un adepte, un disciple de Habermas, et puis s'est démarqué d'Habermas, le théoricien des espaces publics, s'est démarqué pour lui dire il n'y a pas que l'espace public, il y a ce rapport de reconnaissance, de mépris de reconnaissance. Et les luttes sociales que nous vivons au XXIe siècle, c'est l'idée de Axel Honneth, c'est de dire, qui est sociologue, mais avec une bonne formation philosophique héritée de l'école de Francfort, comme Habermas, de dire les luttes sociales que nous vivons au XXIe siècle, à la fin du XXe déjà, et dès le début du XXIe, sont des luttes pour la reconnaissance. Et là, j'ai donc essayé de voir comment ça fonctionne. Et le paradigme de la reconnaissance, tel que défini par Honneth dans son livre sur la reconnaissance, comporte 3 dimensions. La première dimension, c'est la reconnaissance par l'amour. Et l'amour, pas au sens de relation amoureuse seulement, c'est au sens de relation de proximité, d'intimité, d'acceptation de la différence, de l'acceptation de l'altérité. C'est ça l'amour. Donc il y a une première dimension qui est l'amour. Et c'est pourquoi j'ai essayé donc, de réfléchir sur les rapports hommes-femmes à Jemna, et je suis revenu interviewer les femmes, n'est-ce pas? Soit directement, soit à travers les réseaux sociaux. Deuxième reconnaissance, c'est la reconnaissance juridique. L'État ne veut pas reconnaître cette expérience sur le plan juridique. Jusqu'à maintenant, il peine. Et troisième reconnaissance, qui existe sur le terrain, c'est la reconnaissance qu'on appelle sociale par la solidarité sociale. Et ça, c'est les Gemniens eux-mêmes qui ont réussi à la faire, à l'intérieur et à l'extérieur de Jemna. Et donc, il m'a semblé que ce paradigme-là était pour Jemna le paradigme le plus pertinent, et même, je dirais, indépassable, comme disait Sartre à propos du marxisme. Il disait le marxisme, Sartre, était indépassable à l'époque, dans les années 50-60, n'est-ce pas? Au sortir de la guerre, avec les expériences. Après, bien sûr, on a vu qu'il n'était pas indépassable, au contraire, il était indépassable. Aujourd'hui, les luttes sociales, il me semble que le paradigme de la reconnaissance est le plus apte à rendre compte de ces luttes-là. Bien, alors, sur le plan économique, François Pérou, que j'avais lu quand j'étais étudiant, comme je l'ai dit, et à l'origine, je suis économiste, avant d'être sociologue. Mais j'ai bifurqué à cause des mathématiques et de tout ce qui est quantitativiste. J'ai pas de bon rapport avec les statistiques et je suis plus approche qualitative, pas approche quantitative. Je respecte beaucoup ce que font les quantitativistes, ils font du bon travail. Bon, généralement, ils se trompent, mais ça ne fait rien. De toute façon, ils font du bon travail. Mais il y a des phénomènes comme celui de Jemna, comme le voile et tout ça. Ce n'est pas des relations, ce n'est pas combien de personnes voilées, ce n'est pas combien d'habitants à Jemna, non, c'est la qualité de la question qu'il pose à la société et à l'État. Et cet aspect qualitatif que j'ai privilégié dans cette enquête, il y a des statistiques, mais pas beaucoup, un peu. Et donc, il y a un aspect économique, mais plus que l'aspect économique, moi je pense que l'expérience de Jemna nous confronte à la question de l'identité. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Et quel est le rapport, quels sont les rapports que nous pouvons nouer avec l'autre, avec les autres, avec l'État, mais avec l'environnement, n'est-ce pas? Et qui sommes-nous dans cette ère de globalisation qui se distingue? Il y a beaucoup de travaux sur les identités par une perte de repères, et même par des identités
comme le dit Yamin Malouf, meurtrières. Parce que les identités peuvent aussi être meurtrières, peuvent mener à des guerres. Ce qui est intéressant dans Jemna, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, elle a réussi parce qu'elle a hérité d'une triple tradition. Et je ne veux pas anticiper parce que je suis sûr que tu as des questions sur ça. Exactement, c'est exactement la question qui suit. Je vais commencer par le terme. Vous avez répété tous les deux. Non, on suit la trame. On suit la trame et. On va finir par constituer un orchestre. On suit la trame un peu de l'ouvrage et du raisonnement. Pourquoi? Parce que l'avantage, c'est d'avoir étudié également la question et écrit sur la question. Donc, je vais citer quelque chose que Kaliagana et moi-même avons avancé dans le cadre de ces terres de l'État. C'est un peu la réactivation de cette mémoire collective de la spoliation. Maintenant, nous l'avions, disons, adopté pour définir le rapport, le ressentiment des ruraux en général, à l'échelle nationale, envers l'État autour des terres. D'accord. Donc, cette révolution des ruraux, invisibilisée ou des agriculteurs, leur voix inaudible lors de la révolution. Mais à Jemna, est-ce qu'on est dans cette optique? Est-ce qu'on est dans cette ligne? Est-ce que c'est des ruraux? Est-ce que les mobilisations à Jemna sont marquées par l'aspect rural ou c'est autre chose? Maintenant, je vais passer à la vitesse supérieure. Passer à la vitesse supérieure et être dans le débat, dans le vif du débat. Parce que dans le débat, je pense qu'il est important de ne pas être d'accord. C'est très important. Je ne pense pas que les ruraux existent. C'est très provocateur, je sais. Il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas. Il n'y a plus de ruraux. C'est fini. Et même les citadins, ils ne sont plus citadins. Et on a parlé, les géographes ont parlé, à mon mission d'ailleurs, de néo-citadins, d'une néo-citadinité. Et dans la néo-citadinité, il y a de la ruralité. C'est ce que et Jemna nous permet de comprendre cela. C'est à la fois des ruraux et des citadins. Ce n'est pas contradictoire. Ils vivent avec. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement avec cette double identité qu'ils vivent. Ils vivent avec plein d'autres choses. Et alors, je pense que je n'ai pas trahi votre expression et votre idée que j'ai trouvée géniale, mémoire de la spoliation. Et vous dites même dans votre article que je cite et que je résume, j'espère que je n'ai pas trop déformé, parce que généralement je suis rapide quand j'essaie de résumer d'ailleurs plein de travaux qui ont été faits sur Jemna ou sur le monde rural, n'est-ce pas, dit rural. Une mémoire de la rébellion. Il y a une mémoire de la rébellion. Et j'ai essayé de la reconstituer à partir d'un fait qui a eu lieu en 1879, donc 2 ans avant le protectorat, et dont on m'a parlé, que je n'ai pas trouvé tout seul. C'est les gens de Jemna qui m'ont dit, il y a eu, sans citer la date, ils ne savent plus la date, on oublie les dates, n'est-ce pas, sur un siècle, ou même moins, on peut oublier les dates, tu sais. Ils m'ont dit qu'il y a une maison à Jemna qui s'appelle la maison des brûlés. Dar al-Mharik. C'est quoi cette maison de brûlés? Je leur ai dit, d'abord je leur ai dit, montrez-moi la maison. Chacun me montre une maison différente. Donc même la mémoire de l'espace se perd. Et en fait, cette maison n'existe plus. Pourquoi elle n'existe plus? Parce que les maisons se vendent, les maisons se partagent, et les maisons se transforment. Les maisons vivent, de compte. Et donc c'est une maison qui est devenue dans une autre maison. Et chacun montre une maison différente, il ne garde plus. Et c'est quoi cette maison de brûlés? En 1879, les Jemnéens avaient refusé de payer le meshba, l'impôt. Et ils ont été punis par le caïd du génie, qui est Mohamed Lemrat. Ils ont été punis, qui a fait un rapport au Bey. Le Bey a donné, le Makhzen a donné l'ordre de les réprimer dans le sang. Et ils se sont retranchés dans cette maison, et l'ordre a été donné de les brûler. Ils ont été brûlés vifs dans cette maison. Donc il y a une mémoire, dans la mémoire collective, une mémoire de la spoliation, et une mémoire de la rébellion qui est restée ancrée. Et donc petit à petit, j'essaie de reconstituer, à partir du document de Mohamed Barab, de tout le débat qui a eu lieu à l'époque, dont parlent certains historiens, pas d'autres, parce que c'est du local. On n'est pas obligé de connaître tout le local pour parler de l'histoire nationale, alors que maintenant, dans l'histoire globale ou l'histoire mondiale, on est obligé d'aller vers le local. Et donc, et en fait, l'expérience de Jemna
et d'une manière ou d'une autre, une réactivation d'une mémoire ancienne, de rébellion ancienne. Et donc, je vous remercie d'avoir fait ce travail-là avec Alia, qui a été pour moi très éclairant parce qu'il m'a guidé sur cette piste de mémoire de la rébellion que je reprends dans la conclusion en disant que cette mémoire va se perpétuer. Et encore plus aujourd'hui avec l'expérience de récupération du domaine. Mais là, pour revenir à notre débat, rural-urbain, je pense qu'il n'y a plus de ruraux. D'ailleurs, Rida Boukra avait fait un film assez humoristique mais intéressant qui s'appelle Le dernier paysan de Hammamet. Et d'ailleurs, même à Jemna, j'ai posé la question. C'est une des questions que je posais régulièrement aux gens. Vous faites quoi comme activité et vous êtes quoi? Vous vous définissez comme quoi? Vous savez, Mouli Lahna a fait une thèse avec Youssef Valency qu'il a publiée qui s'appelle La société Fallah. En fait, c'est pour dire que ce n'est pas des paysans, c'est des Fallah, c'est des agriculteurs. Quand on pose la question aux gens de Jemna, qu'est-ce qu'ils disent? Et un d'ailleurs qui est vice-président, il m'a dit, je suis Fallah Mkhal, agriculteur de palmiers, ce qui ne me ressemble à rien. On ne peut pas être agriculteur d'un palmier. Il y a le palmier, on cueille des dattes, on n'est pas agriculteur, ce n'est pas des agriculteurs. En fait, c'est des oasiens. Il n'y a pas un terme pour dire oasien en arabe. On ne peut pas dire wahi. Waha, c'est l'oasis. Donc, ils sont tous liés à l'oasis, ils possèdent tous, les gens de Jemna, en des parcelles. Rabat, qu'on appelle Rabat. Dans le sud, on appelle Rabat ce qu'on appelle Senia, au Jmen, ici, dans le nord et à l'est, à l'ouest. Et ça s'appelle Rabat. Ils ont un Rabat. Tous possèdent des palmiers, tous sont liés à la récolte des dattes, mais la plupart ne travaillent pas la terre. Est-ce qu'on peut parler de ruraux et de paysans quand on ne travaille pas la terre? C'est la question qu'on peut poser. La plupart sont dans des professions, dans la profession publique, dans des professions, dans la fonction publique ou la fonction privée, mais ils possèdent. Donc ils ont une dimension rurale, si on veut, oisienne plutôt que rurale. Ils sont en ville, ils sont citadins. Ils vont dans le cap, les hommes vont dans les cafés. Les femmes, elles ne vont nulle part. C'est-à-dire, elles sortent de Jemna pour aller. Même pour aller chez le coiffeur, il n'y a pas de coiffure pour dames à Jemna. Elles vont à Kibili, qui est à 17 km. Mais c'est génial. Pourquoi? Parce qu'elles quittent le village, elles ne sont plus sous le contrôle. C'est aussi une liberté, elles ne vont pas que pour les cheveux. N'est-ce pas? Et une femme comme Dalel, qui est une femme indépendante, autonome, libre, elle a choisi de vivre à Gbelli. Elle ne peut pas vivre à Jemna. Elle m'a raconté, j'en parle dans le livre, là on quitte le rural pour un peu aborder, on peut revenir au rural, les rapports hommes-femmes. Elle m'a dit, elle dirigeait l'Amcham, elle était la déléguée de l'association l'Amcham à Gbelli. Elle m'a dit, une fois, je dirigeais une réunion, il y a un homme de Jemna qui est entré pour assister. J'ai perdu la voix. Elle ne pouvait plus parler. Elle ne peut pas parler en la présence d'un homme. Elle ne peut pas parler en public en la présence d'un homme. Elle ne parle pas. Et quand elle retourne à Jemna, la première réaction de sa mère, elle lui dit, tu ne viens plus chez moi maquillée. Il ne faut pas que tu sois maquillée ni que tu portes des bijoux. Donc les rapports hommes-femmes sont des rapports, et même femmes-femmes sont des rapports assez particuliers, n'est-ce pas? Elles sont sous le contrôle. Ceci dit, les Jemniens, les hommes, sont d'une gentillesse, d'une élégance avec leurs femmes incroyable. Mais rien que la présence d'un homme empêche la femme de s'exprimer. Donc on a un rapport homme-femme qui existe partout, hein, mais là on le voit au microscope. Et grâce d'ailleurs à Dalel que j'ai compris cela, parce qu'elle m'a parlé de choses dont peu de gens osent parler, parce qu'il faut défier elle, parce qu'elle est rebelle. Dès le début, elle est rebelle. Et elle m'a raconté, une fois, elle était à l'école, au lycée,
première année ou deuxième année, et le prof est venu, je n'en parle pas dans le livre, c'est trop fort. Le prof est venu, le prof, il est membre de l'association de Chemna aujourd'hui. Il est venu lire un poème d'amour. Il a lu un poème d'amour, aucune réaction en classe. La plupart étaient des filles, aucune réaction. Et il a dit, vous les filles de Gemna, vous aimeriez bien avoir cette histoire, mais vous voulez, vous rêvez de la vivre ailleurs, parce que vous ne pouvez pas la vivre ici. Que lui dit d'élève qui avait 12-13 ans? Elle lui dit, s'il y a quelqu'un qui n'a pas le droit de parler de l'amour, c'est vous. Et là, elle a pris un virage assez tôt dans la révolte contre l'ordre patriarcal. Et c'est quelqu'un de gauche, hein, qui est devenu de gauche, qui était déjà de gauche. Elle a remis en cause toute la relation homme-femme et le discours sur l'amour tenu par les hommes, n'est-ce pas? Et l'exclusion des femmes, bien entendu. C'est l'une des rares, c'est la seule que j'ai rencontrée, qui tient ce discours-là et qui m'a orienté vers une réflexion sur les rapports hommes-femmes. Et d'ailleurs, l'expérience de Gemna, que je soutiens politiquement, je fais sa critique dans le livre, à la fois sur le rapport de genre, même sur l'économie sociale et solidaire qui est appliquée, mais qui n'est pas réellement appliquée. Parce que les principes sont là, mais il n'y a pas une mise en action, et il n'y a pas surtout une sauvegarde de l'environnement. Les Géniens de l'Oasis, dans le Henshir, dans le domaine qu'ils ont récupéré, ils utilisent des engrais chimiques et ils font un usage des eaux excessif. Ils ne préservent pas les eaux. Ils ont un rapport avec la monoculture assez particulier. Donc je les critique à la fois sur l'aspect écologique, sur l'aspect homme-femme, genre, et je les critique aussi sur un autre aspect, celui de penser à la continuité de cette expérience, parce que la plupart sont des adultes qui ont plus de 50 ans. Et ils viennent de renouveler la dernière fois, ils ont introduit sur 12, 5 ou 6 nouvelles candidatures jeunes, mais c'est eux qui tiennent. C'est-à-dire les gens comme Tahar, le président qui a beaucoup de charisme, qui est une personnalité exceptionnelle. L'expérience aussi a réussi grâce à Tahar. Et je fais beaucoup d'entretiens avec lui, hein, vous avez vu. Sur 3 ans, je n'ai pas arrêté de le questionner au point que c'est devenu trop gênant pour lui. Là où il va, même à Tunis, à 12, là où il va, je le rejoins et je lui pose les mêmes questions. C'est un peu la question méthodologique qui vient. Voilà. Donc on est vraiment en phase. Voilà. Est-ce que je peux poser une question avant sur cette histoire d'environnement tu dis trop d'eau, les engrais, le rapport à la monoculture, et juste après, quelle continuité de l'expérience? Les deux sont liés en fait. Absolument. Et est-ce que tu penses que c'est une question de temps? Est-ce que c'est quelque chose qui commence à être dans les préoccupations, dans le rapport à l'environnement et à faire en sorte que les choses durent dans le temps? Oui, c'est... Parce que les préoccupations écologiques, Oui, ils sont conscients au niveau de l'association, et la plupart des gens à Gemna, quand on discute avec eux, ils sont conscients de la catastrophe écologique. D'ailleurs, il y a un puits dont je parle qui est situé de l'autre côté de la ville, parce que Gemna, elle est à mi-distance entre Gbeli et Douce. Elle est à mi-chemin entre les deux. Et sur la voie de Douce, il y a ce puits qui est épuisé maintenant, et la salinité a gagné sur 10 km. Les terres sont foutues, on ne peut plus rien cultiver sur 10 km, c'est horrible, oui. Ils sont conscients de cela, mais ils ne peuvent rien faire. Pourquoi? Parce que c'est des investissements très chers que seul l'État peut faire, ou des privés qui ont un intérêt. Mais le privé, pourquoi il investit dans la lutte contre la salinisation, ça ne rapporte rien pour lui. Donc seul l'État peut les faire. Et l'État les fait mal. Il a confié du temps de la Troïka à une société turque qui n'a rien fait, qui a pris l'argent et qui n'a pas résolu le problème. Maintenant, je crois qu'ils sont en train de confier à une société espagnole la résolution de ce problème. Il faut beaucoup d'argent. Et comme vous le savez, l'État n'en a pas. Il y a une autre question sur laquelle je critique l'expérience, c'est la question patrimoniale. Parce que dans le Henshir, il y a le Borj Miriam, il y a le fortin
d'un ancien colon, entre guillemets colon, parce que quand j'ai vérifié, j'en parle d'ailleurs, il n'est pas tout à fait colon, il est spécial, c'est un Myriam. Extraordinaire. D'ailleurs, je suis en train de préparer un travail sur ce personnage-là, parce que j'ai encore de la doc sur ce monsieur-là, énigmatique, Myriam. Il est venu en Tunisie, c'est lui qui a fondé le domaine, il l'a vendu. Il a vendu à un Belge qui s'appelle Mos de Rollet. Et il y a la photo de Madame Mos de Rollet dans le livre. Et il est parti faire d'autres expériences. Donc ce n'est pas vraiment le colon classique. Non, c'est plutôt le voyageur, là. N'est-ce pas? Et ce Borge a été abandonné depuis le départ, parce que Myriam l'a vendu à Mos de Rollet, depuis le départ de Mos de Rollet, et depuis que l'État l'a pris, l'État tunisien, il a été abandonné, il a été dévasté. Et là, il y a une fille de Jeune en histoire, en patrimoine, histoire et patrimoine, elle a fait un très bon mémoire que je cite sur le Borge Myriam. Et elle propose de le transformer en musée. C'est une idée géniale. Un musée de la colonisation, un musée Myriam, mais où on met aussi tous les instruments, tous les outils de l'agriculture. Il y avait aussi, vous savez, on faisait du vin cuit là. Il y a encore du matériel pour faire du vin cuit. Parce que les dates, on peut faire comme pour la bourrane, comme pour les autres vins, on fait genre, comment on les appelle, comme la bénédictine. C'est des liqueurs. Des liqueurs, des vins cuits, des liqueurs, et ça peut apporter de l'argent à partir des dates. Les dates, ça donne des... N'est-ce pas? Ouais. Et donc ce musée-là peut exister, mais elle a un peu d'argent quand même, l'association, elle ne fait rien pour ce musée-là. Elle attend que l'État fasse un musée là-bas. Mais l'État, ils le savent, il ne fera rien. Déjà, il n'a rien fait pour Jeune. Pratiquement rien fait. Donc, il ne va pas faire un musée là-bas. C'est à l'association, à la société civile de faire ce musée-là en recourant à des privés. Elle ne le fait pas. Ils sont conscients, ils ne le font pas. Et en fait, c'est une mentalité. C'est une mentalité qui va mettre beaucoup de temps pour changer, pour être conscient, pour passer à l'acte, pas être conscient. Parce qu'ils sont conscients de la question écologique, de la question patrimoniale, de la question du genre et de la question également politique. C'est-à-dire ne pas rester dans la communauté, dans le local, mais s'ouvrir sur autre chose, sur la région. Parce qu'ils sont également un cas particulier dans la région. Hein. Cette expérience n'existe pas à Kibili ni à Douze. Et ça serait bien de s'ouvrir sur l'environnement. Eux, ils sont prêts. Mais entre le discours et les actes, il y a une différence. Il y a un monde. Il y a un monde, exactement. Et ça me rappelle cette mentalité que j'ai observée chez les communautés frontalières que j'étudie à Gasserine et à Jendouba, et que les contrebandiers qui ont énormément de moyens financiers investissent au niveau de leur communauté, mais préfèrent ou choisissent d'investir dans une mosquée que dans une école ou dans une route. Parce qu'ils disent non, ça c'est l'État. Par contre, la mosquée m'absout de mes péchés de commerce illégal. Donc cette mentalité, elle est vraiment importante. Donc, elle n'est pas liée au pouvoir financier. Ils font du blanchiment. Ils font du blanchiment spirituel. Ouais, c'est spirituel entre guillemets. Social. C'est une quête de reconnaissance, tiens. C'est de l'islamo-affairisme. Exactement. Il n'est pas mieux conformé. Et maintenant, si vous le permettez, enfin si tu le permets, c'est ma question méthodo. C'est la parenthèse méthodo. Vous dites que entre observation participante et entretien compréhensif, vous avez choisi la seconde méthode. En vous justifiant, et ça on le lit, on le devine et on le lit entre les lignes, que votre objet de recherche n'est pas seulement le territoire, pas seulement les hommes, pas seulement les femmes, il y a encore une histoire, mais surtout un combat. Et dès lors... Ah bon, moi je dis combat. Oui. Moi je peux être radical. Un combat ou une lutte. Et donc vous essayez, par ces entretiens compréhensifs, de déconstruire le combat des Lumières. Oui. Voilà. Oui, c'est ça ce que je veux dire. Ah, oui, Au niveau, c'est pour ça que vous avez choisi les entretiens compréhensifs. Non, j'ai lu.
J'ai lu et j'ai compris. Oui, très bien lu, merci. Par analogie, et là je pense que c'est le pari le plus réussi de l'ouvrage, et je pèse mes mots, c'est que, et je vais le dire assez vulgairement, en lisant cet ouvrage, je n'ai pas senti que l'État, c'est le méchant de l'histoire. Mais ça, pour moi, c'est une réussite, il faut le faire. Et donc, comment, dans les deux cas... Ça, c'est la jeunesse. Voilà. moi je l'aurais fait. Franchement, moi, j'aurais pas résisté. Et c'est ça la question. Ouais. Comment avez-vous résisté dans les deux cas, en déconstruisant le combat et en faisant en sorte que l'État ne soit pas la cible à abattre? Comment vous avez résisté à la tentation du parti pris? C'est un peu ma question. Excellent, excellent. C'est la meilleure. Vous avez dit ce que je n'ai pas dit? Hein? Il a dit ce que tu n'as pas dit. Oui. Non, j'en parle. J'en parle, mais j'ai oublié. Tu sais, à force de faire, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu fais, c'est tout. Alors, ça, c'est une question importante. Pourquoi? Et ça, c'est une réflexion sur ce que nous disent les gens. Et d'ailleurs, je réfère à Edgar Morin, qui dit quelque chose de formidable dans ce petit livre qui s'appelle Sociologie, sur l'enquête, un petit chapitre sur l'enquête. Il dit, quand les gens parlent, ils nous disent ce qu'ils vivent et ce qu'ils veulent vivre et ce qu'ils ne vivent pas. C'est-à-dire, il y a dans le discours des gens plusieurs niveaux. Et là, je critique je prends distance. En fait, c'est presque une initiation pour moi et pour les autres, parce que je suis allé avec une équipe d'enquêteurs pendant on parle des étudiants. Et quand on est étudiant, j'étais comme ça quand j'étais étudiant. Quand je fais des interviews, ce que me disent les gens, je pensais que c'était vrai. Pourquoi? Parce que j'arrive à établir des rapports de confiance, parce qu'il faut de l'empathie pour faire du terrain. Et parce qu'il y a l'empathie, on fait confiance à l'autre. Et tout ce qu'il nous dit, on croit qu'il est vrai. Or, qu'est-ce qui se passe? Ça ne veut pas dire qu'il ment. Il ne dit pas la vérité. Mais il dit les choses telles qu'il les voit, lui, telles qu'il les imagine. Donc il a un point de vue sur la réalité. Il ne nous raconte pas le réel. Il nous raconte une histoire sur le réel, du réel construit. Et quand on est étudiant, et même après, j'ai longtemps vécu avec cet esprit-là, avec cette méthode-là, je croyais ce que me disaient les gens. Maintenant, je ne crois plus. Je ne suis plus dans la croyance. Tu es devenu anthropologue. Voilà, un peu. C'est-à-dire, les gens, alors, j'ai commencé à remettre en cause ce qu'ils disent. Et j'en parle, hein. Et je le dis, je ne remets pas en cause la parole de Tahar et du président, ou de la jeune géminienne qui m'a dit, voilà comment se passent les choses. Une géminienne, ingénieure, elle me dit, non, c'est l'harmonie totale. La famille, c'est l'harmonie totale. Et elle m'a même dit, si tu épouses une géminienne, tu seras heureux. C'est l'harmonie totale. La géminienne te rend heureux sur tous les plans. Et ça, c'est un discours qui m'a amené à réfléchir. Mais c'est un discours construit. Et sur son visage, on voit qu'elle n'est pas heureuse. Mais qu'elle cherche le bonheur. En fait, c'est une aspiration. Et quand le président me dit, voilà ce que nous sommes, ce que nous faisons, je marche avec lui à 50%. Je ne peux pas marcher avec lui. Et en même temps, là je critique, tu l'as dit, l'observation participante. Là je suis Geertzien, si vous voulez. Geertz se moque beaucoup de Malinowski, qui a inventé la méthode de l'observation participante. Et il dit, on ne peut pas devenir membre de la communauté. Même si on habite à Gemna, je ne serai jamais Gemnien. Je suis étranger à la communauté, j'ai un point de vue, et un point de vue de chercheur. Et alors j'ai rencontré ce personnage magnifique dont je mets la photo, Tuhem. Tuhem est un personnage magnifique. Hein. Il est là. Tuhem, c'est le guide pour l'enquête. Là où vous allez, il va avec vous, il vous raconte des histoires.
Mais souvent, ils ne racontent pas, ils vous laissent écouter les histoires des autres. Et les enquêtes, il y a toujours un informateur. Un informateur qui nous guide, hein, ou plusieurs informateurs. Ce qui est bien avec lui, d'abord, il refuse d'être payé, il ne demande rien, et il n'a pas où aller. Il n'existe qu'à travers l'enquête. Il est là, d'ailleurs, pour tous les chercheurs. Si vous allez voir Touhem, c'est lui qui vous reçoit. Et en même temps, lui, il est l'animateur de la radio, il a des amis photographes, il vous résout tous les problèmes. N'est-ce pas? Et en même temps, il tient un discours qui est intéressant, d'information, mais qui n'est qu'un récit parmi les autres. Et donc là, au niveau de la méthodologie, j'ai pris beaucoup de distance, y compris sur le rapport avec l'État. Sur l'État, l'État n'est pas responsable de la situation des oasis. Il y a aussi les oasiens qui privilégient la vente d'Aiglet Nour, qui rapporte beaucoup d'argent et qui s'en foutent, à la limite, de la destruction de l'environnement. Même s'ils disent qu'ils veulent le protéger, mais en fait, ils ne le protègent pas. En mettant les engrais, en privilégiant cette catégorie de dates-là, et en abandonnant totalement l'agriculture. Il n'y a plus d'arboriculture, il n'y a pratiquement plus. Il y a quelques orangers, abricotiers et tout ça, mais pour la consommation locale. Dans le marché, ils importent. Ils importent tout. N'est-ce pas? Ah ouais, ouais. Et là, on le trouve à l'échelle nationale aussi. On trouve à l'échelle locale les problèmes de l'économie nationale. D'accord. J'hésite entre plusieurs questions. Parce que toutes elles sont liées à celle-là. Je vais commencer par la dernière. Le concept de communauté. S'il y a bien une chose que j'ai retenue en lisant l'ouvrage, c'est l'omniprésence de l'idée de la communauté. Or, dans le discours officiel et même dans la recherche et littérature scientifique en Tunisie, c'est un terme sujet à polémique. D'ailleurs, je viens de me faire rappeler alors par Saneb Nachouf, en évoquant ce concept lors de la réunion avec toi, Hent, qui part en douce. Et, ce n'est plus en douce là. Je suis désolée. En me disant, attention Marouane, ce concept-là, moi je ne l'aime pas. Et je ne le reconnais pas. Est-ce que c'est un héritage de l'école, je sais, sociologique française, qui fait abstraction? Est-ce que c'est le poids des politiques nationalistes ou nationales de construction de l'État-nation de Bourguiba qui a gommé les identités locales, régionales et communautaires? Donc pourquoi vous, au milieu de tout ça, vous le faites remonter, ce concept-là? Super. Excellente question. Vraiment, tes questions, c'est plus qu'un plaisir. C'est le même plaisir que l'on ressent avec un verre de bénédictine. De date. Yeah, alors, de date. Le concept de communauté vient de la tradition allemande. Et celui qui l'a développé le plus, mais ça a été fait avant, c'est Weber. Mais il y a déjà eu un sociologue allemand, fin du 19e siècle, qui a développé cette idée de communauté qui l'opposait à celle de société. Il a écrit un livre, d'ailleurs, Communauté-Société. Ça va me revenir son nom. N'est-ce pas? Et la sociologie allemande a beaucoup avancé avec cette idée de communauté. Bien entendu, quand on se place dans une perspective jacobine de l'État, une perspective verticale, la communauté est un danger pour l'État qu'il faut écraser et faire disparaître. C'est une conception jacobine, comme les autres formes de démocratie d'ailleurs. Ils n'acceptent pas une autre forme de démocratie autre que celle de la démocratie représentative. Pour les Jacobins, il n'y a qu'une démocratie, c'est la démocratie représentative. La démocratie participative est un danger pour l'État, n'est-ce pas? Moi, je pense qu'il est temps, à l'ère de la globalisation, de sonder de nouvelles pistes, d'autant plus que l'État est en crise profonde. La démocratie représentative est dans une crise très profonde également. Il faut une autre conception. Et je n'invente pas l'idée de communauté qui se différencie de la société par le type de lien que les gens nouent entre eux. Le type de lien, ce sont des liens familiaux, communautaires,
de proximité, ce n'est pas des liens distants-neux. C'est ça la différence entre communauté et société. Dans la société, les rapports sont distants-neux. Il y a l'individu. Ça ne veut pas dire que dans la communauté, l'individu n'existe pas. Il existe, mais l'individu est en étroite relation avec l'autre individu. Ce que je vous disais sur les rapports hommes-femmes, le monsieur qui est venu à la réunion de Kibili, il n'a pas dit un mot. Mais elle ne pouvait plus parler. Ça veut dire quoi? Elle est génienne. Si elle était de Tunis, elle aurait parlé, elle ne se serait même pas rendue compte et à la limite, elle l'aurait provoqué pour parler. Elle ne peut pas. Même si elle est rebelle, elle tient compte des rapports de famille, des rapports de proximité. Pourquoi? Parce qu'ils vivent ensemble. C'est ça, en fait, une communauté. Ils vivent ensemble. Ils sont d'abord géniens avant d'être autre chose. N'est-ce pas? C'est très important, cette identité que l'on trouve ailleurs. Et d'ailleurs, ils sont presque tous pour la cause de Jemna. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, hein, mais la plupart sont pour cette récupération, parce que dans l'imaginaire, c'est aussi une idée d'imaginaire. On ne peut comprendre la communauté que lorsqu'on tient compte de l'imaginaire. Pas l'imaginaire d'Anderson, l'imaginaire national, non, mais l'imaginaire politique communautaire, local. Il y a un ancrage dans la communauté. Ils ont un type de mariage différent des autres. D'ailleurs, j'en parle avec le jet d'un œuf sur la porte et avec des fêtes. Par exemple. On a assisté à un mariage. J'étais accompagné d'une photographe quand il y a eu le mariage. D'ailleurs, c'est la photographe qui a été invitée par le mariage. Je suis allé, mais j'étais avec les hommes. Et elle était avec les femmes. Il y a une séparation, n'est-ce pas? Mais elles sont libres, les femmes. Sont les hommes, elles sont encore très libres. Parce qu'après, elle m'a raconté ce qui s'est passé, c'est d'une liberté et des danses qui duraient toute la nuit, mais on lui a dit de ne pas photographier. Pourquoi? Et ça, on comprend mieux la communauté. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 2 ou 3 ans avant, un Génien qui vivait en France ou en Allemagne, qui est venu, qui a filmé une fête qu'il a mise sur les réseaux sociaux. Et ça, la communauté ne l'accepte pas, d'être dénudée, dépouillée de son identité, d'être mise à nu dans les réseaux sociaux. Ils n'acceptent pas. Ça, c'est la communauté, pas la société. Dans la société, au contraire, vous voyez, dans les réseaux sociaux, on se valorise. Si vous allez sur Instagram, ils se montrent sous toutes les formes. Ce n'est pas les Généas, ça. Ce n'est pas la communauté. La communauté, elle est ouverte sur le monde, mais aussi repliée sur elle-même. L'idée de repli sur soi. Elle se ressource, elle a une identité. Et ça m'a beaucoup frappé, moi, ça m'a interpellé, cette question de l'identité. Ils sont forts parce qu'ils ont une identité forte. Quand vous rencontrez un Génien ou une Génienne, ils sont racinés, ils ont une culture. Ils savent de quoi ils parlent. Ils parlent avec une politesse extraordinaire, parce qu'ils ont toute la tradition du Mahd, d'ailleurs on va en parler, scripturaire, c'est des savants, c'est des traditions savantes, religieuses, anciennes. Ils savent écrire, ils savent parler, ils savent négocier, n'est-ce pas? Et l'idée d'identité est très importante, donc, même dans le mouvement social. J'aime la parce que c'est aussi un mouvement social, c'est un mouvement social identitaire, culturel. Il y a la question de la terre, mais la terre, il ne faut pas la concevoir comme un bien uniquement. La terre, c'est l'identité. La terre, c'est l'identité. Et ce qui le plus, et là c'est un poète que j'ai mis, même s'il n'est pas de Genève, il est de 12, mais je l'ai rencontré la nuit, parce qu'entre parenthèses, il n'y a pas d'hôtel à Genève, ils n'ont pas besoin d'un hôtel. Et il n'y a pas de visiteurs qui vont dans les hôtels, ni dans les familles. Ils ne m'ont jamais invité dans une famille, à part ce mariage-là, où la photographe était invitée, et comme j'étais avec elle, on m'a mis dans la partie homme, n'est-ce pas? Et il y a une tradition d'ailleurs extraordinaire, comme on raconté, je ne sais pas si j'en parle dans le livre, la mariée, la première chose qu'elle fait avec son mari, elle lui vole ses souliers. Elle ne lui rend les souliers qu'après un certain temps. Et en fait, elle l'empêche de sortir, parce que s'il n'a pas de souliers, vous imaginez, parce que c'est des gens qui ont au maximum une paire de chaussures, hein. Ce n'est pas des collectionneurs de chaussures, ils ne sont pas dans le luxe. Ils vivent, même quand ils ont de l'argent, ils vivent très modestement. Ils vivent tous presque de la même manière, ils se nourrissent de la même manière, ils parlent de la même manière, ils se rencontrent selon les mêmes... Ils tiennent beaucoup compte, il n'y a pas de vol à Genève, il n'y a pas de dispute en public, il y a toute une dynamique communautaire qui n'est pas sociétaire.
Ça, c'est la sociologie allemande qui est très importante à ce niveau-là et qui enrichit le débat. Là, nous sommes en face d'une communauté. Et d'ailleurs, dans les monographies des années 60, on parle beaucoup de communauté. Mais maintenant, là, on a perdu cette trace. Bien sûr, c'est pas... Maintenant, le terme communauté revient. C'est une autre forme. C'est une autre forme. Absolument. Et moi, j'ai l'impression que, peut-être, si elle est toujours présente à Jemina, ou si elle revient plutôt à Jemina, c'est sous cette nouvelle forme. Exactement. Contraire à la question du loisir. C'est-à-dire cette nouvelle forme comme une forme de faire comment, plutôt que comme communauté qui soit essentialisée, mais quelque chose de dynamique. Absolument. Qui est autour d'une réinvention. qui est autour d'une ressource. Tu vois, donc... Oui, non, je suis d'accord. C'est une réinvention. C'est grave, là. Non, je suis d'accord avec toi. C'est une réinvention. Ce n'est pas une essence, c'est pas un héritage ancien. Il y avait un héritage ancien, communautaire, mais ce n'est pas le même que celui d'aujourd'hui. Mais, il y a un mais dans cela. Il ne faut pas franchir le pas d'aller vers ce qu'un grand connaisseur de la région, le meilleur connaisseur de la région de Nefzawa, c'est Vincent Bisson, qui est géographe. Vincent Bisson, qui a fait des travaux formidables sur le Nefzawa, et pas seulement sur le Nefzawa, sur la Mauritanie aussi. Il est un très bon géographe anthropologue. Vincent Bisson écrit après, 2011, en 2012, un article dans Maghreb Mashrek, il dit l'affaire de Jemna est une affaire de Assabiya. Ce n'est pas une affaire de Assabiya. La Assabiya, ou les Assabiyettes, parce qu'elles sont plurielles, comme le dit le Khaldoun, existent. C'est un sentiment, c'est un lien fort, l'esprit de corps. Il existe, mais ce n'est pas le plus important en général. Le plus important, d'ailleurs je le critique sur ce point-là, tout en reconnaissant la dette que j'ai pour lui, parce que le Nefzawa, il a beaucoup contribué à sa connaissance, comme également un autre géographe qui était directeur de l'ILMC, Baduel. Baduel a beaucoup travaillé, Baduel, Pierre Robert et sa femme aussi. Sa femme, qui est Nicolas Le Giri, pas le Nefzawa, Le Giri. Mais sur le Nefzawa, la femme de Baduel, qui est invisible dans la recherche scientifique, mais elle a fait du très bon travail sur le Nefzawa. Et la femme de Nicolas Puig aussi. Et la femme de Nicolas Puig, bien sûr. Et bon. Et elles ont des noms, quand même. Elles ont des noms, bien sûr, elles ont des noms. Et d'autant plus qu'elles sont... il n'y a plus le coup. Donc, c'est blanchi, il n'y a plus le... Bon, enfin, c'est toute une histoire. Mais alors, il ne faut pas faire le pas de lire en termes de Assabiya. Cette histoire de femme, elle est dans sa tête. Ah oui. Elle n'est pas dans ma tête, elle est dans l'imaginaire de chacun. Mais chacun la gère à sa manière. Là aussi, tu as des réinventions. Ouais. Donc, on va te croire à 50%. Non! C'est beaucoup, 50%. Tu te pries de faire moins. Et alors, je reviens sur cette question. Dans son article, il a écrit un article sur Jemna, pas seulement sur Jemna, sur la région de 12 et tout ça. Il dit, c'est la Assabiya qui revient à la charge. Non, ce n'est pas la Assabiya. Elle y est, la Assabiya, comme elle est partout. Et d'ailleurs, Khaldoun est génial, il dit que la Assabiya, ce n'est pas seulement dans la civilisation bédouine, pas dans le Omran, Bedawi seulement. Elle est en ville. Il y a des Assabiyettes en ville. Et d'ailleurs, je suis frappé de voir la Assabiya est très forte dans les milieux intellectuels, dans les milieux de la recherche, plus forte que dans le milieu rural, je dirais. Mais en fait, l'affaire de Jemna est une affaire de citoyenneté. Il y a la dimension Assabiya, c'est une affaire de citoyenneté, c'est-à-dire de rapport entre des gens qui étaient considérés comme des sujets avec l'État. Ils disent à l'État, nous ne sommes plus des sujets, nous sommes des citoyens, et si vous voulez qu'on vous respecte, respectez-nous. La légitimité, la bataille de la légitimité avec la légalité est là. Et ce que nous vivons actuellement en Tunisie, si nous ne le comprenons pas de ce point de vue, on reste dans un point de vue jacobin, élitaire, de mépris, de hogre, non seulement du monde rural, mais de la majorité écrasante de ce qu'on appelle le peuple. Qui revendique une citoyenneté horizontale partagée avec l'État. Et nous sommes dans cette période-là. Jemna inaugure un cycle qui va durer. C'est ce que je dis. Jemna est au-delà de Jemna. Et donc, vas-y. Ce que tu viens de dire, parce que j'estime que c'est important, par rapport à toute la recherche,
sur la question de la citoyenneté. C'est quelque chose qui est très présent chez les sociologues, chez les politistes surtout, beaucoup plus. C'est qu'ils étudient la question de la citoyenneté toujours, quasiment, presque toujours, en rapport avec l'État. C'est comme si c'est l'État qui définit, c'est la loi d'ailleurs qui définit l'appartenance citoyenne, etc. Or, ce que tu viens de dire justement est une étude de monde, c'est que la citoyenneté n'est pas l'affaire de l'État. La citoyenneté est une affaire de cercles d'appartenance, si l'on veut, qui sont définis par les revendications mêmes et les justifications que les gens avancent pour leurs revendications. Absolument. Par rapport à leurs ressources, aux ressources et donc, si ta recherche a vraiment, à mon sens, quelque chose d'important à dire aux politistes, en premier lieu, aux sociologues, c'est bien celle-là. La question de la citoyenneté n'est pas uniquement affaire de loi, n'est pas uniquement affaire de l'État. Il y a une régulation Bien sûr. par l'État dans le chercheur qui est absolument fantastique. Alors que quand on va mieux, on le voit mieux en ayant une approche microscopique. À ce moment-là, on voit effectivement que la citoyenneté, c'est quelque chose qui se construit localement et autour de choses concrètes. Ce qui n'empêche pas que l'État ne soit pas dedans comme un acteur. Oui. Pas la question. Oui. Mais il n'est que l'un des acteurs parmi d'autres. Absolument d'accord avec toi. Ça rejoint exactement la question. On reste dans le sujet et que la gestion collective de l'oasis de Jemna, au-delà de la question de l'économie sociale et solidaire qui s'est venue greffer après, pour qu'on soit bien d'accord. Il n'a jamais été question d'économie sociale et solidaire. C'est un modèle, c'est une mallette à outils qui est venue avec ceux qui sont venus observer Jemna pour essayer de lui donner une étiquette. Donc, ça a été dit. Maintenant, la citoyenneté et la démocratisation de l'action publique par le bas, c'est ça dont il est question, pose la question d'un développement local qui s'émanciperait un peu des prérogatives de l'État. C'est ce que pose la Jemna. C'est une volonté sur les affaires de développement de s'émanciper de la tutelle de l'État. Absolument. Or, nous avons lancé un processus de décentralisation qui piétine justement sur cette question. On a décentralisé la chose politique sans décentraliser la chose économique et de développement. Le nerf de la guerre, le moteur qui fait nourrir les communautés locales. Donc, pensez-vous, par rapport à ça, par rapport à cette spécificité, enfin, j'aime pas ce mot, parce qu'on me l'a fait détester, mais ce cas de Jemna, pensez-vous que nous sommes dans une situation d'un nouveau modèle, qui a été spontanément ou accidentellement créé, parce que toutes les expériences scientifiques partent d'un accident. Donc, est-ce que c'est un modèle qui nous a été offert, ou bien pensez-vous que reproduire l'expérience ailleurs est difficile? Ça, c'est la question de fond. Après, on enchaînera sur la figure de Tahri comme, disons, comme condition sine qua non de reproductibilité de cette expérience. J'enchaîne avec l'autre question, je l'introduis sans la poser. Mais alors, je vais te demander de répondre un peu brièvement pour arriver à la question suivante après, et ce sera la dernière. C'est la dernière. Voilà, j'ai plus de questions. C'est parfait. Voilà. Mais moi, j'aurais une remarque à faire sur le problème qui n'a pas été posé. Ah ben alors... Et qui ne sera pas posé. Le non-dit. Et aussi du livre, hein, pas seulement de la discussion. Alors, oui, c'est également une excellente question. Et j'en parle à la fin, en disant que ce n'est pas un modèle Jemna, c'est l'amorce d'un développement différent, d'une relation différente entre société locale et État et autorité publique, mais
elle ne peut pas être reproduite parce que les conditions d'existence de cette expérience n'existent pas ailleurs. Il est très difficile de les réunir et c'est la clé du livre, les 3 clés que je présente. Pourquoi Jemna a réussi là où les autres expériences n'ont pas réussi? Je dis ça a réussi parce qu'ils ont une triple tradition qu'on ne trouve pas ailleurs. On peut trouver 1 ou 2 ailleurs, mais pas les 3. Premièrement, la tradition scripturaire. C'est la tradition savante religieuse. C'est des savants religieux. Et pas seulement à Jemna, ailleurs, à Mahmad, avec Sidi Moussa, et à Jemna, avec Sidi Ibrahim Jemni, que les Mouradites ont envoyé pour introduire le rite maliki aux dépens du rite ibadite. Et ils ont réussi à coexister ensemble, sans conflit. Extraordinaire. Jemna était, oui, mais ils coexistent, pas dans la violence. C'est ça le plus important. Alors, il y a une tradition scripturaire, savante, religieuse, qui continue d'ailleurs aujourd'hui à être visible à travers pas seulement la production d'un savoir, par exemple à travers la calligraphie. Et c'est pourquoi j'ai interviewé Amor Jemni qui vit à Hammam, qui est jemnien, n'est-ce pas, et qui est calligraphe, et c'est lui qui a initié le président Kais Saïd à la calligraphie. C'est un ami à Kais Saïd. Et je mets la photo de Kais Saïd, pas par complaisance, non, mais parce qu'Amor Jemni m'a donné ces photos. Et une des photos avant qu'il devienne président, et après, quand il a visité, quand il est allé à Paris, il a pris avec lui un tableau d'Amor Jemni qu'il a offert à l'Institut du monde arabe à Jacques. Et on a la photo qui tient, c'est la calligraphie, c'est Amor Jemni qui a donc... il continue le savoir par la calligraphie, parce que le savoir aussi, c'est l'écriture. Hein. C'est aussi l'écriture. C'est des gens qui savent écrire des pétitions, je mets des textes de pétitions, qui savent s'adresser, et c'est une... J'aime être une communauté marzane. Parce qu'il y a eu la lutte, quand il y a eu au 18e, toi tu es spécialiste de cette question, entre husseinites et pachistes, elle s'est reproduite au sud avec la lutte entre le Saf Youssef et le Saf Cheddeh. Et eux, ils sont du Saf Youssef. Donc ils sont husseinites, c'est une tribu marzane. D'ailleurs, ils ont refusé de payer les impôts en 1879. Ils ont commencé dès 1860, quand il y a eu l'institution du Majbet, en disant, nous, on est une communauté zélienne. On est des gens exemptés d'impôts. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les choses ont changé. L'État avait besoin d'argent, que ça ne marchait plus, ce truc-là. Donc, c'est des gens qui s'inscrivent dans une tradition scripturaire, savante, religieuse. Et ça continue aujourd'hui. Par exemple, c'est frappant de constater que la plupart des Jemniens, hommes et femmes, écrivent des poèmes où ils ont appris des poèmes et ils chantent. Ils chantent des poèmes d'amour, des poèmes de tout, n'est-ce pas? Ils ont une tradition comme ça, troubadour, un peu troubadour entre guillemets. Et la deuxième tradition, c'est la tradition militante. Les gens de l'association, notamment Tahata, sur lequel je voulais poser une question, il a appris le militantisme au niveau syndical de l'enseignement et au niveau de la Ligue des droits de l'homme. D'ailleurs, il est encore le président de la Ligue des droits de l'homme de la région de Kibili, puisque Jemna fait partie de Gbeli, n'est-ce pas? Puis, troisième tradition importante qu'on retrouve à Jemna, c'est que la moitié des hommes vit ailleurs, la plupart à Paris ou à Lyon. Il y a des quartiers, d'ailleurs, il y a un quartier à Lyon que je cite, n'est-ce pas, dans le livre, j'ai oublié maintenant comment il s'appelle, qui est habité par des Jemniens. Ils ont appris en France et le militantisme et l'ouverture sur des cultures différentes, la tolérance, la gestion des biens. Ils ont un esprit, ils investissent dans l'oasis, ils reviennent, ils font de petits projets, et ils veulent revenir à Jemna, vous savez, sans le milieu retour, parce qu'en fait, ils ne reviennent pas, ils sont installés là-bas. D'ailleurs, les mariages ont changé avec l'immigration. Les Jemniennes n'épousent plus des Jemniens, et les Jemniens n'épousent plus des Jemniennes. Ça arrive, mais la plupart font des mariages extra. Est-ce que la revendication existe d'ailleurs? De quoi? De faire des biens de l'État. Si. Oui, si, partout. Après 2011, beaucoup ont récupéré, c'est des milliers d'hectares qui ont été récupérés, ils ont étudié. Non, pour en faire des expériences, des Si, juste à côté, à Tafé. Ils ont essayé. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Alors, un autre truc que je n'ai pas dit, c'est que l'association est composée de tous les courants politiques qu'on a.
On a des marxistes, des nationalistes arabes, des islamistes. Là aussi, c'est une force de l'expérience qu'on ne trouve pas à travers. C'était des salafistes uniquement qui ont pris, qui ont échoué. Et donc là aussi, c'est un capital, ce que Bourdieu appelle le capital symbolique. Ils ont un triple capital symbolique qu'on ne trouve pas ailleurs nécessairement. On peut trouver un ou deux éléments, comme je l'ai dit, mais on ne trouve pas les trois. Et les trois font là, les trois clés de l'expérience. La réussite, elle vient de là. Et ça, on le fait après le terrain, quand on a collecté les éléments et qu'on se dit comment interpréter. C'est une des pistes pour interpréter. L'autre piste, c'est celle de la figure de Tahartari, comme élément clé de la réussite de l'expérience de Jemna. Mais la figure de Tahartari, elle rejoint un corpus théorique sur la figure du médiateur. Surtout dans la littérature scientifique qui traite des conflits d'usage autour de la Terre ou autour des ressources. Exact. La figure du médiateur, elle est primordiale. Et donc, est-ce qu'on ne rajouterait pas la figure du médiateur, la présence du médiateur comme quatrième? Absolument, absolument. Ce n'est pas une condition de la réussite de l'expérience, mais c'est une qualité du leader. D'ailleurs, il a commencé par être, tu as complètement raison, par être un médiateur. D'ailleurs, il m'a raconté, je le dis dans le livre, qu'au début, il n'était pas avec l'expérience. Il pensait que c'était une expérience de jeunes qui allait échouer. Il n'était pas avec eux. Mais après, il les a rejoints. Dans le sit-in, il a vu leur engagement, il les a rejoints. Quand il les a rejoints, sa première action était de parler à l'autorité militaire. Quand il y a eu une tension entre les militaires et les gens de Jemna, il a pris son téléphone, il a parlé à l'officier supérieur qui est à Kibili, il lui a dit, s'il vous plaît, ne faites pas une action violente contre les gens de Jemna, parce que je peux vous assurer que les gens de Jemna sont pacifistes et qu'ils ne feront aucune action contre vous. Ça, c'était un moment décisif, parce que vous savez que l'armée, à la différence de la police, n'utilise pas les grenades lacrymogènes. Ils tirent, ils ne savent pas faire autre chose que de tirer. Ils n'ont pas de bâton pour frapper les manifestants, ni de jet d'eau, ni de gaz lacrymogène. Ils tirent, ça aurait pu être une tuerie là-bas. Alors Tahartari est intervenu pour parler à cet officier supérieur. Il dit, moi, Tahartari, je vous garantis qu'il n'y aura pas de grabouche, qu'il n'y aura pas de violence, qu'on va respecter l'armée, qu'on ne l'attaquera jamais, qu'on ne va pas la gêner dans son travail. Et là, donc, il a été le médiateur. Et petit à petit, il est devenu le président du comité de la révolution locale, et puis le président de l'association, il est devenu leader. Et ce que je dis, moi, à la différence de la révolution tunisienne qui n'a pas dégagé de leader, il n'y a pas de leader. Une des faiblesses de cette révolution, ni leader, ni intellectuel d'ailleurs, qui théorise cette révolution. C'est vrai que les temps ont changé, que c'est devenu horizontal, mais Jemna a produit un leader qui tient d'ailleurs. Si vous voulez être informé de Jemna, allez sur le compte Facebook de Tahartari. C'est lui qui informe les gens. C'est à la fois le médiateur, le leader et le communicateur, si vous voulez. C'est une figure plurielle. Et il a une force de caractère, ce type-là, une présence physique, parce que le leader, comme le dit Weber, c'est aussi du charisme. Il a du charisme. Quand on est en sa présence, c'est un type qui est égal à lui-même, qui s'énerve jamais, qui tient un discours rationnel, et il est de formation marxiste, hein, il est proche du Front populaire, sans être membre du Front populaire. Ça aussi, ça donne un avantage. Il vote Front populaire, mais il n'est pas Front populaire, n'est-ce pas? Et il accepte de coexister avec les autres. Il s'est présenté aux élections de 2011, il m'a dit, je n'ai pas gagné parce que je n'ai pas un soutien. Mais en fait, il a le soutien de toute la communauté, mais pas en tant que... pas dans la démocratie représentative, parce que les gens croient autre chose. Jemna a voté pour le tailleur démocratique de Abou. Pourquoi? Parce que Mme Abou est allée sur place, d'ailleurs j'ai mis sa photo, et elle a défendu la cause de Jemna. Les islamistes aussi de Nada, ils ont défendu, mais ils ont voté moins pour elle. Il y avait Dilo qui était allé. Et Dilo et Abdel Mak. Ils sont allés, ils ont soutenu. Hamadan aussi est allé, mais il n'est plus revenu. Elle est revenue, elle a cherché des candidats de Jemna pour se présenter aux élections présidentielles, municipales, pardon.
pas présidentielle, et le maire, il est du tailleur démocratique, du courant démocratique. Mais en fait, quand on parle avec lui, il est d'abord gémien, il n'est pas courant démocratique. C'est ça la force de la communauté. Si le courant démocratique ne soutenait pas l'expérience du jeune, il ne se serait pas présenté. C'est-à-dire, c'est des gens qui défendent d'abord l'intérêt de la communauté, ensuite ils font des options politiques. Et si l'État aujourd'hui, c'est ce que je dis, si l'État aujourd'hui accepte cette expérience et encourage, ils vont devenir encore plus proches de l'État que jamais. C'est des gens qui ne cherchent qu'une protection, qu'un alignement, mais à condition de respecter leurs intérêts. Là aussi, on entend donc de nouveaux rapports, communauté, ou même société, État, qui ne sont plus des rapports verticaux, jacobins. On est dans de nouveaux rapports. Et j'aime l'amorce d'un nouveau type de relation, d'une nouvelle économie. N'est-ce pas? C'est l'amorce. Ils ne l'ont pas encore faite. C'est le début qui peut être fait ailleurs, mais il faut réunir d'autres conditions qui ne sont pas présentes ni en Tunisie, ni même à Jemna. Mais Jemna, elle nous éclaire sur ce que peut être l'avenir du politique en Tunisie. Voilà. Merci. C'est moi, c'est vraiment moi, et vraiment je le remercie sincèrement, je remercie Katia et tous les présents pour ce débat magnifique que je n'ai pas eu et que je n'aurai pas ailleurs. Et alors le point dont j'aimerais parler en 2 mots, c'est les photos. Dans ce livre, il y a beaucoup de photos. Et ces photos, ce n'est pas fait pour illustrer le propos. Ces photos parlent d'elles-mêmes et elles sont le texte. Et j'avais envie donc d'ajouter un autre chapitre sur le rapport, j'en parle un peu, à titre parcellaire, le rapport à la photographie. Qui on peut photographier? Parce qu'ils n'aiment pas être photographiés, les gens de Jemna. Ils n'aiment pas être dérangés dans leur activité. Mais ils acceptent, à condition de vous faire confiance. Mais en même temps, la photographie, elle dit autre chose. N'est-ce pas? Et on peut faire, que je remercie, à qui je rends hommage, Dalil Yacoubi, qui a fait 800 photos, dont on a choisi ici un peu plus d'une centaine, a fait un travail formidable. Pourquoi elle a fait un travail formidable? Et ça, c'est une leçon d'anthropologie et de politique, parce qu'elle a réussi à s'intégrer dans la communauté, à être acceptée. À être acceptée pour des raisons. Ça aussi, c'est une question d'habitus. Yacoubi, elle est de Yacoubi, donc elle n'est pas vraiment géminienne. Il y a des femmes. Non, 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 elle n'a rien à voir avec cette région. À l'origine, bien sûr, les Yacoubi, ils sont dans la région. Oui, ça joue beaucoup. Et aussi, je vais le dire, c'est une femme. C'est une femme, et c'est une femme qui agit dans le cadre des relations instituées là-bas. Elle s'assoit dans le café avec eux, elle les respecte, elle ne s'impose pas à eux. Ils l'acceptent en tant que femme étrangère, mais elle les accepte aussi en tant que société d'hommes. Et c'est extraordinaire. Mais aucune femme de Jemna ne viendrait au café. Et ces photos, parce que là, dans le papier, l'impression, tout ça, elles sont, on les voit pour ce qu'elles sont, mais si tu dis qu'il y en a 800, est-ce que tu as l'intention d'en faire autre chose? Dalil, elle voulait faire une expo à Liège. Parce qu'il y a une association qui soutient Jemna qui s'appelle Vigilance Démocratie. D'ailleurs, on a organisé ensemble. Je les ai invités, ils sont venus, on a organisé ensemble un colloque sur l'économie sociale et solidaire à Jemna. Il y a des photos de Tuniso-Belges qui sont là, ils l'ont invité, mais elle n'a pas eu le visa. Vous imaginez? Elle n'a pas eu le visa, on lui a dit risque d'immigration. Risque d'immigration, on lui a refusé le visa. Mais elle a un autre projet à la Cinémathèque, parce que le directeur Tarek Mechamel, de la Cinémathèque, voudrait présenter le livre, et avec le livre, il voudrait projeter le film qu'a fait Nawed. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Nawed, le journal, a fait un film sur Jemna, l'Oasis. N'est-ce pas? Dont je parle dans le livre. Il veut projeter et en même temps organiser une expo de photos. Je ne sais pas si ça va avoir lieu ou pas. La Cinémathèque, toi tu es mieux placé.
Pour moi, pour parler de la cinémathèque. Ceci dit, oui, ça sera un projet formidable Projection de débat. de projection de débat et en même temps d'une expo On remet ça, photo. on remet ça. On a l'IFT, on a tout. Ça, on peut le faire, oui, on peut le faire. Parce que moi, je doute que ça va avoir lieu à la cinémathèque. Ouais. J'ai des doutes. La projection des films, c'est possible, mais l'expo photo, on peut la faire ailleurs, à l'IFT ou ailleurs. Et d'ailleurs, pas que sur Gênes, on peut faire une belle expo sur les expériences rurales, de ce que tu as appelé la mémoire de la spoliation. Juste si je peux me permettre juste un petit mot sur ces histoires de citoyenneté et ce que Céline disait, la citoyenneté n'est pas affaire d'État. Alors je ne sais pas s'il n'a pas pensé à le mentionner, mais il y a un dossier de l'année du Maghreb qu'il a coordonné avec Isabelle Grangot sur ces questions de citoyenneté. Ça s'appelle Citoyenneté, pratique et ressources. C'est quelle année ça? 2020. 2020. Ah, tout récent. Tout récent, numéro 23. C'est pour ça que j'étais en train de farfouiller dans la bibliothèque. C'est formidable. Merci de je crois qu'il est sorti. Donc voilà, si ça vous intéresse. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi. Marouane, vraiment merci. Marouane, c'est vraiment un plaisir de te connaître. C'est un plaisir de discuter avec toi. J'ai beaucoup apprécié tes connaissances et tes remarques.